Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Alors, je suis en retard de ouf sur mes bilans lecture, alors je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression de ne pas lire, et j'ai une pile de livres, je vous dis que ça. J'ai la fin du challenge du 15K de Dorian, donc de fin août, j'ai des livres que je vous ai pas, il m'en reste 4, donc sur le bilan d'aujourd'hui, plus un autre sur septembre, et je pense que je ferai encore au moins 2 bilans après. Donc il va falloir que je passe la seconde parce qu'il y a vraiment du monde à vous présenter. Donc sans tarder, on s'y met tout de suite. Tout d'abord, sans surprise, je vais vous parler du 3e tome de Sauveur et Fils de Marion Muraille, donc la saison 3. Série que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je ne trouve pas la saison 4 en librairie, ça fait plusieurs fois que j'y vais, je trouve la 5, je trouve la 6 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps je crois. D'ailleurs c'est la dernière, je crois. Il me semble qu'il y en a que 6. C'est toujours un bonheur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ça se lit super bien, ça peut se lire pour enfants, plutôt ados on va dire, pour ados comme adultes. C'est d'une richesse, on apprend plein de choses, bon. Pas forcément en tant qu'adulte, mais un adolescent va y faire plein de leçons de vie. Et on va lui présenter les choses qui peuvent l'aider à réfléchir. Il y a vraiment, à travers ces personnages, il y a vraiment une écoute de la part de Marion Muraille, une écoute sur les problèmes que peuvent avoir des enfants ou des enfants de 12-13 ans ou des ados un petit peu plus âgés. Et en même temps, elle apporte plus ou moins des solutions, on va dire. Je vais dire ça comme ça parce que forcément, ce n'est qu'un roman, hein. C'est pas non plus un livre pratique sur comment s'en sortir face à telle situation. J'ai trouvé que ce tome-ci était un petit peu plus sombre que les 2 précédents parce qu'à l'intérieur, elle va aborder un événement qu'on a vécu il y a quelques années et qui a vraiment marqué tout le monde, je ne vous dirai pas lequel. Et on ressent vraiment, à travers ces personnages, elle va nous expliquer comment chacun le ressent, comment chacun le vit, comment ça a impacté nos vies. Comme d'habitude, c'est un roman où on va suivre énormément de personnages, alors que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit aussi des personnes plus âgées. Donc ça va parler à tous. C'est toujours aussi drôle également. Vous avez une citation au début, je trouve, qui résume assez bien l'idée de ce tome 3. C'est le réel, c'est quand on se cogne. C'est Jacques Lacan qui a dit ça, alors je ne sais pas qui c'est, mais c'est ça en fait. Tôt ou tard, le réel revient vers soi et forcément, quand on veut évoluer, quand on veut avancer, il faut faire des erreurs et il faut aussi, des fois, malheureusement, subir des choses un peu moins agréables. C'est vraiment ce qui se reflète ici. Mais vraiment un tome... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour que vous lisiez cette série qui est absolument géniale. Ça devrait être des lectures obligatoires, je pense, pour l'école. Ça apprendrait beaucoup aux enfants et même aux adolescents face au harcèlement, face au jugement, parce qu'on a vraiment, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une galerie de personnages très variés. Et du coup, de suivre chaque personnage, on apprend à les connaître et on ne va pas s'arrêter à l'image qu'il reflète et à se dire il est différent de moi, donc je lui parle pas, il est comme s'il est comme ça. Non, alors qu'il y a toujours un fond quelque part. Il y a un fond quelque part, ça ne veut rien dire, mais il y a toujours une cause à pourquoi il est comme ça. Et elle arrive vraiment, je sais pas, elle a un talent, je trouve, à amener les choses, mais de façon bienveillante, tout en restant franche. Elle va vous dire la vérité, quoi. Mais elle va savoir amener les choses avec beaucoup de douceur. Donc je trouve que, comme je vous disais, le réel, c'est quand on se cogne. Je trouve que ce roman, c'est un peu à l'image de la vie. On a des hauts, on a des bas. C'est violent, c'est cruel, mais il y a aussi des bons moments, voilà. C'est pas quelque chose de fantasmé, on va dire tout est beau, les petits oiseaux sont là, les petits papillons... Non. Non, il y a des moments où ça va aller, il y a des moments où ça ira moins bien. Les situations initiales qu'on a depuis le début, elles continuent à être là, donc ils essayent de réparer certaines choses. Il y a d'autres choses où ils ont plus de mal, ils rencontrent de nouveaux soucis. Donc on va suivre tout d'abord, en gros, il y a énormément de personnages, mais les piliers de l'histoire. On va d'abord suivre Sauveur, qui est psychologue, et derrière lequel il va y avoir tous ses patients. Donc certains qu'on retrouve des tomes précédents, d'autres qu'on ne voit plus. Vous allez avoir également tous ceux qu'il abrite dans sa maison. Parce que Sauveur, sa maison, c'est un petit peu le refuge de tout le monde. Et comme je vous disais, le fait qu'on y insère des personnages de tous horizons et également de tous milieux sociaux. À travers ce livre-là, Marion Muraille, elle vous apprend qu'on doit apprendre des uns et des autres. Il ne faut pas avoir peur de l'autre, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas. Il faut plutôt s'en rapprocher et essayer
d'ouvrir son esprit un petit peu. J'avais noté un truc, mais attendez, j'arrive pas à me relire. J'avais noté, c'est un peu les interrogations des enfants, l'apprentissage des ados, les envies des adultes et les remords des anciens. Donc voilà, j'aurai pas grand chose à dire de plus dessus. Ça a été encore un super moment, je trouve. C'est des livres qui nourrissent beaucoup, qui font passer par beaucoup d'émotions. Et j'ai hâte de rencontrer Sauveur et Lazare pour le tome 4, voir ce qui leur arrive. Et ce qui est très bien, c'est qu'au début, vous avez un petit résumé. Alors, je ne sais plus exactement si ça résume... Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc, vous avez un petit résumé, c'est marqué précédemment dans Sauveur et Fils. Et on va vous reparler un petit peu de tous les personnages qu'on a pu croiser jusque-là et qui sont encore présents dans ce tome 3. Parce qu'il y a des personnages, bien évidemment, qu'on ne croise plus. Comme certains patients du psychologue qui, au bout d'un moment, ont plus ou moins réglé leurs soucis, donc ils ne reviennent plus. Au moins qu'ils reviennent dans le tome d'après. Je ne sais pas. Donc vraiment... Puis l'édition, quoi. Franchement, je trouve que c'est l'édition poche. Elle est super jolie, avec le petit cochon d'âne qui est toujours aussi... qui est un peu la marque de fabrique de cette série que je chéris beaucoup. Un livre qu'on a vu passer partout, que j'étais curieux de découvrir parce que je trouvais que la couverture était sublime, c'est Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao, c'est chez Hachette. Donc ici on aborde le sujet du deuil. C'est vrai qu'il est passé, alors je sais plus, il y a peut-être un an ou un peu moins, je ne sais plus, parce que moi ça fait un moment que je l'avais dans ma palle, et qui aborde le sujet du deuil. Vous savez que c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup à chaque fois. Donc je voulais voir, et je trouve ça très important, comment c'est abordé dans la littérature adolescente. Et comment vous dire que j'ai pas du tout aimé. Je suis passé complètement à côté de ce livre. Donc ici, on suit Sam, qui est ici, et sa copine qui s'appelle Julie, je crois. Donc au début du roman, Julie, elle est confrontée à la disparition de Sam. Elle ne sait pas comment s'en remettre, elle le vit assez mal. Elle se pose mille et une questions, et un soir, il lui prend l'envie de prendre son téléphone et d'appeler le téléphone de Sam pour entendre sa voix sur le répondeur. Et quand elle appelle, Sam décroche. Voilà, c'est le postulat de départ. J'ai lu ce livre, je crois, en 1 ou 2 jours parce que c'est écrit extrêmement gros. Il n'est pas super long, hein, il fait 340 pages. J'ai rien aimé du tout, j'ai très vite décroché. Je me suis forcé à le finir parce que ça va être très con ce que je vais vous dire, mais parce que je l'ai acheté neuf, donc j'achète un livre neuf, je le termine quand même. Mais ça s'est fait dans la souffrance. J'ai rien de positif à dire dessus, sans être non plus condescendant avec l'auteur. Voilà, enfin, vous me connaissez. Donc j'ai trouvé que la plume était... Ça se lit, elle est assez simple, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Encore une fois, ça c'est pas très grave, tant que le propos est derrière. Mais c'est ça où est le gros problème. C'est que je trouve qu'on aborde quand même un sujet important, le deuil à l'adolescence. Pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a une majorité de personnes, dont moi, où on est confronté au deuil quand on commence à être adolescent, parce que quand on est plus petit, on fait pas forcément le rapprochement, et adulte, on a déjà vécu des choses qui nous ont marqués. Donc je trouve que c'est quand même un âge charnière où on apprend qu'on peut perdre un être cher et que c'est pas toujours facile à assumer, et on se retrouve confronté à des émotions au fond de nous qu'on ne sait pas trop interpréter, comment non plus les affronter ou vivre avec. C'est une période assez compliquée. Et là, je trouvais que c'était pas du tout bien rendu. Alors déjà, le gros problème que j'ai eu, c'est que l'héroïne principale, donc qui est ici Julie, je la supportais pas. Je trouve que l'auteur, il en a fait une héroïne qui est toujours en train de se plaindre. Alors je veux bien qu'on se plaigne, elle a quand même perdu son petit copain et tout. Ça me semble logique. Mais pas de cette façon-là. Franchement, c'était... J'aurais pu vous expliquer parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais elle m'a agacé tout le long du roman. Et forcément, si tu rentres pas en empathie avec le personnage principal, ça devient déjà compliqué. Je trouve que les dialogues qu'elle échangeait sur le téléphone avec Sam n'étaient pas non plus extraordinaires. Parce que lui, derrière, il lui répond, mais j'ai pas trouvé que les dialogues étaient plus intéressants que ça. Je trouve que tout est survolé parce qu'on va aborder des thématiques, mais ça dure vraiment une page ou deux et on passe à autre chose. Notamment, on va parler de racisme et d'intégration de certaines personnes, donc notamment ici des personnes d'origine asiatique, alors je sais plus si c'est coréenne ou japonaise, qui intègrent le lycée. On nous explique à un moment, donc c'est des copines de Julie, qu'elles sont dans ce lycée-là, mais qu'elles sont mises un petit peu de côté. Donc c'est un sujet quand même très important. Et un ado qui lit ça, en lisant ce genre aussi de sujet en dehors du fait du deuil,
ça devrait le faire réfléchir et voir les choses autrement. Parce qu'il faut garder quand même à l'esprit, alors moi je ne fais pas de distinction que ce soit BD, manga, roman, il y a le pouvoir des mots, et c'est quand même un outil culturel qui est là pour apprendre et nourrir l'autre, pas seulement pour le divertir. Il y a vraiment des romans qui sont là aussi pour nous apprendre des choses, et je pense qu'à l'adolescence, c'est là où on va absorber le plus de choses et qu'on va réfléchir autrement pour devenir un adulte un peu plus responsable et tolérant. Et ici, c'est pas le cas du tout, quoi. Franchement, c'est abordé, hein, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est tellement surfait, c'est dit sur 2 pages, mais vraiment dans les grandes lignes généralisées, et on revient plus du tout dessus. J'ai trouvé ça dommage. Alors sur le coup, quand j'ai fini ce livre-là, je me suis dit, ouais, mais c'est du young adulte, donc forcément on peut pas aller dans la profondeur comme dans un roman adulte. Et là je me suis dit, mais non Laurent, en fait, c'est pas normal ce que tu dis. Que ce soit fait d'une autre façon, c'est vrai qu'au niveau psychologique, on va peut-être pas pousser le trait, parce qu'il faut pas perdre non plus l'adolescent ou le jeune adulte qui va lire le livre. Là je suis complètement d'accord, on a tous un niveau de lecture en grandissant. Je suis d'accord. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il faut faire ça de façon négligée, ça reste quand même un adolescent, et comme le reste, on doit lui apprendre des choses, lui donner envie, et l'enrichir. Et là, je trouve que c'est maladroit, tout est survolé, je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas de... la couverture est jolie, quoi, mais après ça, vous dire autre chose. À un moment, il y a une conversation, parce que tout le long, on a l'impression que Julie est toute seule à se confronter au deuil de son ami, donc, et de vivre plus ou moins... par relation téléphonique, le deuil avec lui, puisqu'il lui explique certaines choses. Franchement, le dialogue, je trouve qu'ils sont en plus... c'est plot, ça n'apporte rien, bref. Quand tu veux faire des instants poétiques, franchement, tu le vois arriver à 15 km, du coup, c'est pas impactant émotionnellement. Elle a une conversation avec sa mère qui va durer 2 pages. Et pareil, je trouve ça dommage. Ça passe trop vite. C'est normal qu'à l'adolescence, tôt ou tard, tu te diriges vers tes parents, ou même un ami adulte, hein, ça change rien. Mais que tu lui parles du deuil et que lui t'apporte son expérience et t'aide à mieux se confronter à ce sujet-là, quoi. C'est quand même... c'est grave, vous savez, cette gamine-là, elle a quand même un copain, et ce copain, il disparaît, quoi. Faut vivre avec ça derrière, sachant que elle est dans sa dernière année d'études, elle a un diplôme à passer, elle avait des projets, il y a énormément de choses qui vont rentrer en ligne de cause, donc elle doit revoir tout ça. Et à partir du moment où elle va rentrer à la fac, sa vie va complètement changer. Elle passe du statut d'adolescent vraiment à jeune adulte. Et là, elle est complètement perdue au milieu de tout ça. Ça nous expliquait dans l'histoire. Mais je trouve qu'après... J'aurais rien de plus à dire. Vous avez vu, j'ai soufflé tout le long du truc. Pour moi, c'est un flop total. Je sais qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont été émus. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez sensible face à mes lectures. Alors je dis pas que je vais pleurer à toutes mes lectures, mais je sais que... voilà, la corde sensible, elle est là chez moi. Et là, en fait, elle n'a pas vibré beaucoup. Même pas du tout, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai lu, j'ai fait mon avis. Je sais qu'il a plu à d'autres. Tant mieux pour eux. Mais je sais que si un autre roman sort, je suis pas sûr de me tourner vers cet auteur en fait. 3e roman. Et non des moindres. Celui-là, je l'attendais. Et depuis longtemps, je l'avais lorgné en VO. J'avais prié très fort pour qu'il sorte en français. Il est sorti. C'est À chaque génération, bienvenue à Sunnydale de Kendar Blake. C'est chez Hachette Heroes. Alors moi, quand j'ai vu ça, cette couverture... magnifique, hein, je vais pas vous mentir, je l'adore. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Magali, donc Books of Zatanna, qui est également une grande fan. Elle m'a rejoint durant ma lecture de ce petit bébé. J'ai pas trop envie de vous en dire plus pour ne spoiler personne. En gros, ça se passe une quinzaine d'années après la fin de la saison 7 de la série. Voilà. Après, j'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir, je veux vraiment gâcher le plaisir de personne. Comment vous dire que j'ai un petit problème aussi avec ce livre. Bon, ce qui me rassure, c'est que Magali avait le même ressenti que moi. Je suis ressorti très mitigé. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie, je pense. Le tome 2 n'a pas encore été écrit en version originale. Il a plu à énormément de monde, il a beaucoup tourné. Il y a la plupart des gens qui le lisent, ça va concerner bien évidemment en premier lieu les fans. Et j'allais lire les critiques et tout le monde était enthousiaste et tout. Et moi j'étais là, je fais mais en fait je suis le seul à pas vraiment avoir aimé, quoi. Comment vous dire, il y a du fanservice, donc on va faire des clins d'œil à la série originale. J'ai trouvé que des fois le fanservice était employé, il servait un peu à rien. Parce qu'il faut quand même ce livre ait l'utilité, je trouve, d'un, de plaire aux fans, mais de deux, aussi que les gens qui veulent découvrir Buffy à travers ce roman puissent le lire en ayant l'envie après de voir la série, mais sans être perdu de ne pas la connaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut qu'elle équilibre en fait le fait qu'elle fasse des clins d'œil pour plaire
au lectorat de ceux qui sont fans de Buffy comme moi, mais également qu'elle ne perde pas les nouveaux lecteurs, qui ne connaissent pas l'univers de Buffy. Ça, je suis d'accord. Et je trouve qu'il y a des moments, elle fait du fanservice, mais qui servait à rien. Elle va vous expliquer, ah ben vous vous rappelez, j'abrège, hein, c'est pas vraiment les lignes, mais en gros, elle va dire, ah ben c'est comme la fois où il y a un tel qui est venu et il s'est passé ça. Donc moi qui suis hyper fan, qui ai vu la série plusieurs fois, je me dis, ah ouais, c'est cool. Et il n'y a pas vraiment de justification dans le texte. Après, c'est vraiment juste pour faire du fanservice. À la rigueur, ok. Donc on va retrouver certains personnages de la série originale qui sont plus vieux. On va suivre l'évolution, ils vont continuer à évoluer. Il y a des trucs où j'ai tiqué, je ne vous dirai pas avec qui, mais il y a des personnages où on essaie d'instaurer une relation amoureuse, où on sent quelque chose qui est sous-jacent. Et j'étais là, mais j'ai pas envie en fait. Et c'est pas faisable, c'est pas possible. C'est pas moi qui suis dans le déni, qui ne veut pas que ça arrive, c'est que... Non, ça peut pas arriver en fait. Je suis très flou, hein, je suis désolé, mais je veux pas spoiler. Les nouveaux personnages, moi je me suis attaché à aucun, il y en a 3. Je trouve que c'est simplement des ersatz des personnages de l'époque. On décalque quelque part. L'humour, alors tout le monde a dit que l'humour était formidable et tout. Moi j'ai ri une fois. Le reste j'ai trouvé que c'était un peu lourdingue. J'ai pas retrouvé cet humour dans la série qui peut être piquant, qui peut être un peu bébête des fois, mais qui est drôle malgré tout. Il y a des références pop comme il y avait dans la série. Je ne critique pas l'autrice parce que je sais que le travail peut être extrêmement compliqué de passer derrière une œuvre culte comme Buffy et d'en faire un roman. Il faut respecter l'univers principal tout en amenant sa patte. Je sais que c'est un travail de funambule qui peut être assez compliqué et je trouve qu'elle n'est peut-être pas trop mal sortie, je ne vais pas dire le contraire. Moi personnellement, je lirai la suite, mais j'ai pas été de ouf. Il y a certaines choses où elle pouvait jouer comme elle voulait parce qu'à la fin de la série, il se passe quelque chose qui fait qu'elle peut faire ce qu'elle veut après. Je ne vous dirai pas quoi encore une fois. Et à côté, il y a tout un bestiaire de démons et compagnie. Ça, elle peut inventer ce qu'elle veut. C'est vrai qu'il n'y a pas de restrictions par rapport à l'univers original. Mais après, la plume, ouais, était sympa. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Enfin, c'est pas ce qu'on demande dans ce genre d'ouvrage non plus. Ça se lit bien, c'est fluide. On sent quand même que l'autrice est également une grande fan. Dedans, il y a 2-3 choix qui sont pris que j'ai pas été forcément fan non plus. Mais au final, même sur les personnages qu'on a dans la série originale et qui reviennent ici, elle évolue à sa manière. Alors on n'est peut-être pas toujours d'accord avec elle, mais bon, il faut bien qu'au bout d'un moment, elle fasse un choix et qu'elle tranche et qu'elle fasse comme elle a envie. Et ça plaira pas forcément à tous. Ça, je le conçois totalement. Moi, je ressors quand même mitigé. J'ai mis plusieurs jours à le lire. J'ai pas été de ouf, je suis content de l'avoir, je suis content de l'avoir lu et de m'être fait mon idée. Il y a un aspect qui est très bien aussi, c'est que comme c'est une trilogie, vous allez avoir un fil rouge. Donc ici on est dans le premier tome, donc il faut introduire les nouveaux personnages, comment évoluer les personnages de la série qui sont beaucoup plus vieux ici. Donc il faut amener toute cette trame qui va se dérouler sur 3 tomes, mais il faut également amener une intrigue propre à ce tome-là. Cette intrigue-là, elle est menée, moi je trouve que par contre ça c'était bien vu. On avait vraiment l'esprit de la série qui était présent. Ça m'a pas gêné. Mais je sais pas, puis même à la fin, il se passe un truc, j'ai levé les yeux au ciel, je fais ah ouais. Donc je pense que je suis l'un des seuls de toutes les critiques que j'ai pu voir. Je ne suis pas abonné à tous les profils Instagram qui adorent Buffy. Ça n'a pas été ouf. J'espère qu'ils sortiront la suite malgré tout parce que c'est quand même une licence qui est un peu de niche. Buffy c'est un peu passé à la trappe, même si en France il reste beaucoup de fans ardus de l'époque et qui resteront là. Je suis pas sûr après que les éditeurs ils doivent être un peu frileux quand ils lancent ce genre de série. C'est passé de mode, les générations comme nous, on a radé ça, on avait 15-20 ans, aujourd'hui on en a un petit peu plus. Et que les adolescents vont se tourner vers d'autres choses et d'autres séries. Et puis maintenant avec Netflix c'est vraiment l'usine quoi, les séries en sort à tour de bras alors que Buffy c'était... un épisode toutes les semaines, on devait attendre je sais pas combien de temps avant d'avoir la suite. Vous voyez, c'était pas la même consommation. Donc voilà, je ressors assez mitigé, j'en ai pas des souvenirs de dingue après l'avoir lu. Mais voilà, je salue quand même l'initiative. Je trouve quand même que le travail est sublime, même derrière, c'est peu de choses, mais voilà, je trouve que le travail est très joli. Le roman valait quand même 25 €, il est quand même assez cher. Mais voilà, un fan les mettra sans problème et c'est tout. Après c'est pas passé avec moi. Moi j'espère que la suite sortira pour les gens qui l'ont apprécié et je lirai la suite quand même et peut-être que ça va s'améliorer. J'étais peut-être pas dans le bon mood, je ne sais pas. Une série de mangas pour changer que j'ai lu également d'une traite.
Une série en 4 tomes. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Je crois que c'était dans le cadre du Black November. J'avais lu que le tome 1 parce qu'il y avait celui-là qui était sorti. Ça y est, les 4 tomes sont sortis. Je me les suis procurés. Et au moins, je peux me faire d'une traite toute la série. Et je vais réussir à garder en tête les événements. Parce qu'après, quand je dispatche un tome là, un tome un mois après, un tome, j'oublie la moitié des choses. Au moins, là, c'est plus logique, je crois que je l'ai lu sur une journée en plus. Donc c'est Denjin N, c'est chez Pika, le scénario est de Yu Kurashi et le dessin est de Kazu Inabe. Donc c'est un duo de mangaka qu'on retrouve déjà dans d'autres séries comme Fortress of Apocalypse et, attendez j'ai un trou, et Starving Anonymous. J'ai lu les 2 précédentes séries. Fortress of Apocalypse, c'est une histoire de zombies avec des prisonniers. Et Starving Anonymous, c'est avec des... autre chose. Je peux pas vous dire ce que c'est, je crois que c'est pas révélé tout de suite. J'avais bien aimé ces 2 séries, mais je trouvais que sur la longueur, parce que je crois que Starving Anonymous fait 7 tomes, c'est ça. Et Fortress of Apocalypse en fait 10. Et je trouvais que sur la longueur, les mangaka partaient sur leur dernier tome sur une histoire qui devenait what the fuck, alors que de base c'était super intéressant. Alors je dis pas que j'ai pas aimé, et du coup sur la fin je restais un petit peu plus mitigé parce que ça partait vraiment dans du n'importe quoi. Ici la série du coup fera 4 tomes, donc je vous montre le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Voilà, une série qui reste en 4 tomes. Je trouve que c'est pas plus mal. Quand j'ai su qu'il y avait 4 tomes, ça m'a un petit peu rassuré. Je me dis, au moins sur la longueur, ils vont peut-être moins s'enflammer. Rien n'est sûr, mais on ne sait jamais. Et au final, je l'ai grandement apprécié. Alors, de quoi ça parle? Alors déjà, il faut que je retrouve le nom du personnage. On va suivre Natsu. Natsu, c'est un adolescent, je crois qu'il est adolescent, hein, qui vit chez sa mère qui est alcoolique. Donc les relations avec sa mère, je vous laisse imaginer que c'est pas le top. Lui, il travaille dans une espèce de supérette. Tais-toi. Tais-toi. Donc Natsu travaille dans une supérette. Son patron se fout un peu de sa gueule. L'autre employé aussi, parce que Natsu, c'est quelqu'un d'assez renfermé, qui dit pas trop les choses, qui fait bêtement ce qu'on lui dit. Et du coup, bah, on profite de lui un max. Même sa mère, qui est alcoolique, dès qu'il rentre du boulot, elle fouille dans sa chambre pour lui piquer du fric pour s'acheter de l'alcool. Une vie un peu... pas très réjouissante, hein, il subit plus qu'autre chose. Et Natsu est fan d'une idol, d'un petit groupe de pop idol qu'il y a au Japon. Et pourquoi il est fan de ce groupe? Parce que dedans il y a une fille qui chante et c'est une fille avec qui il a été au lycée. Et c'est une fille qui lui a montré une marque d'affection quand il était au lycée. Il l'a jamais oublié et il est plus ou moins secrètement amoureux d'elle. Et maintenant qu'elle est dans un groupe, il la vénère entre guillemets et il adore ce qu'elle fait, mais limite un peu trop. Jusqu'au jour où il se passe ce qui se passe, on vous présente un peu sa vie et tout ça. Natsu rentre chez lui, et quand il rentre chez lui, il met son casque et il regarde des vidéos de concert où il y a son héroïne qui s'appelle Misaki. Voilà, l'idole, son héroïne. Pas vraiment son héroïne, mais bon. Misaki qui chante, voilà, il ne voit qu'elle et tout. Mais en mettant son casque, il y a un court-circuit. Il se fait électrocuter, il devrait mourir. Et par on ne sait quel procédé, il disparaît et il se retrouve dans le réseau informatique, si vous voulez, je sais pas comment expliquer ça, dans les réseaux en fait, dans l'électricité, dans les fils, donc c'est-à-dire il peut se retrouver dans votre ordinateur, dans votre téléphone, il a accès à tout et il s'est dématérialisé si on veut quelque part, là-dedans. Mais le problème, et c'est là où est toute la problématique du manga, qu'est-ce que ça ferait si un psychopathe, on va dire ça, se retrouvait à pouvoir contrôler ce qu'il voulait, parce qu'à partir du moment où on va être dans le réseau de la planète en fait, il peut contrôler tout, il peut contrôler votre télé, il peut contrôler votre lumière, parce qu'il a accès à l'électricité, et du coup, à partir de ce point de vue là, il fait ce qu'il veut. Et quand c'est quelqu'un de malveillant, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, pour le résumer, grosso modo, on va dire ça. Très vite, il va vouloir protéger Misaki, hein, c'est ça le nom, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Il va vouloir protéger Misaki, mais voilà, la pauvre va subir certaines choses. Je ne rentre pas plus loin dans le sujet. Vous allez avoir des références à certains mangas surtout. Hein. Il y a un hommage qui est rendu à un manga, je vous dis pas lequel, vous devinerez très vite en lisant le manga. C'est pas conseillé à tout le monde, parce que je l'avais pas dit la dernière fois, j'avais un peu omis ce truc et c'était quand même important. C'est que c'est une œuvre pour adultes, c'est très violent, c'est très sanglant. Donc c'est pas pour adolescents. Voilà, je referme les trigger warnings, au moins c'est dit. Là, je n'aurais pas fait la boulette comme la dernière fois. À travers ça, je trouve, à travers cette histoire un peu alambiquée, hein, le fait que le gosse réincarne dans le réseau et tout ça, vous avez quand même le fait que très vite vous vous rendez compte qu'il y a quand même un parallèle qui se fait avec le harcèlement sur le net.
C'est ce qui va se passer là entre Nazu et Misaki. J'ai du mal avec les prénoms. Ouais. Voilà, Nazu qui va vouloir harceler Misaki. Après, l'autre problématique, c'est et si quelqu'un prenait le contrôle vraiment de tout le réseau dans le monde, et quelqu'un qui n'est pas bien mentalement, qui est un danger pour la société, comment ça se passerait? Parce qu'à l'inverse, on comprend que tout est contrôlé par ça et que, en fait, on n'est plus libre de nos mouvements. Donc c'est fait de façon assez trash. Bien évidemment, les auteurs vont tirer beaucoup plus loin. On reste quand même dans du manga, ça doit être du seinen je pense. Oui c'est ça, on est dans du seinen. Donc forcément ils vont forcer un peu le trait. On voit aussi donc l'héroïne Misaki à côté de ce fait qu'elle est harcelée par Natsu. On va aussi voir tout ce qui est industrie musicale avec le fait des idoles, comment ça se passe. Alors moi je suis pas du tout fan de ce genre de truc. C'est un peu, nous on a connu ça avec les boys bands il y a plus de 20 ans maintenant. Mais ça arrive aussi vite que c'est reparti, ça n'a pas duré longtemps ce phénomène. C'est quelque chose qui est encore présent au Japon et du coup ils montent encore des groupes à partir de casting. J'y connais pas trop grand chose mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et du coup il y a un rythme derrière à avoir, il faut sortir des albums, c'est quand même engendrer de l'argent. Et du coup pour les artistes qui chantent et qui dansent à l'intérieur, qui sont assez jeunes, il y a un rythme assez soutenu. Ça, ils vont en faire référence là-dedans. Donc, une série assez violente, comme je vous le disais, qui reste quand même sur le propos assez condensé. On s'ennuie pas. J'ai trouvé que tous les tomes étaient plutôt sympathiques. Même Natsu, qui est quand même un psychopathe et qui va pas faire des choses forcément très bien. Même c'est tout le contraire. On arrive quand même plus ou moins à s'y attacher parce qu'on a le background de sa vie, en fait. On voit comment sa vie est un peu merdique. Et du coup, on le prend un peu, entre guillemets, je dirais, en pitié. C'est pas le bon mot, mais... donc on éprouve de l'empathie pour lui, même s'il fait des actes qui sont vraiment pas bons. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu comment est la BD, sans tomber sur ce qu'il ne faut pas. Ah, en fait, il a des lunettes virtuelles pour voir les concerts de Masaki. Je me souvenais plus, j'ai cru qu'il avait juste un casque. Donc attendez, je vous montre Natsu, vous l'avez ici. Je trouve que le dessin, par contre... j'aime bien, moi, le dessin. Voilà, Misaki, on doit l'avoir juste avant, que je vous la montre aussi. Elle est ici, voilà. Et là, il assiste à un concert, donc il a les fameuses lunettes. Une série divertissante. Je dis pas que je vais m'en souvenir et qu'elle va me rester en mémoire très longtemps, mais j'ai passé un excellent moment. Pour une fois, comme je vous le disais au début, les auteurs ont fait une série plus courte, et je trouve que c'est un bon point. Et que du coup on reste vraiment, ça part pas dans tous les sens. Et ça c'était vraiment appréciable. Et en dernière lecture, je vais vous parler de Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen, paru aux éditions du Caïman. Donc il est sorti le mois dernier, je ne sais plus à quelle date, enfin bref, je vous mettrai ici le poche. Moi je l'avais depuis un petit moment dans ma palle, et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit il serait peut-être temps de s'y mettre. Alors, de quoi est-ce que ça parle ? On va suivre au début de l'histoire une jeune femme, Rosine, qui a 2 enfants. Tout a l'air de se passer très bien dans sa vie, jusqu'au jour où on la retrouve dans la salle de bain, et elle a noyé ses 2 petites filles. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, forcément elle a arrêté, elle est mise en prison. Donc, est-ce que je suis obligé de vous dire qu'il y a des trigger warnings, les gens qui sont sensibles au meurtre d'enfants, ou même des mamans, je sais que des mamans ça peut être difficile, même des papas, hein. Face à ce genre d'actes et à lire ça peut être toujours compliqué, donc je préfère vous le dire. Et à côté de ça, on va suivre Cléa, je crois que c'est Clélia, pardon. Clélia qui est enquêtrice de personnalité auprès des tribunaux. Son rôle ça va être un peu, donc cette mère de famille Rosine va être du coup jugée par la suite. Le crime est quand même assez fort, elle a tué 2 enfants, donc je pense que la peine peut monter très vite. Et Clélia, elle est chargée de comprendre, non pas de minimiser le crime, elle a tué, ça on peut pas revenir dessus, mais comme c'est une mère qui n'a pas d'antécédent, qui a jamais eu de problème, de plainte à propos de maltraitance ou quoi que ce soit, Clélia, elle va être chargée d'enquêter sur la personnalité de Rosine et de savoir pourquoi elle a fait ça. À aucun moment on ne minimise le crime. C'est juste que, comme nous l'explique Sandrine Cohen dans son récit, tous les crimes ne sont pas catalogués de la même façon. C'est-à-dire que, bêtement, je vais être le premier, vous regardez la télé, on vous dit, il y a une mère qui a tué ses 2 enfants, vous vous dites, elle est folle, elle est bonne à enfermer, qu'elle prenne à perpétuité, les gamines n'ont rien demandé. Je suis d'accord avec vous. Mais après, quand on creuse le sujet, on se rend compte que c'est bizarre. Je vais pas vous raconter le livre non plus, mais c'est ça. Et Clélia, elle dit que tous les crimes qui sont commis, il y a forcément un facteur qui est en cause.
On n'est pas sur un psychopathe qui a tué 50 personnes ou voilà. Là, elle veut vraiment chercher le pourquoi du comment et ça va être son rôle. Et du coup, si elle arrive à démontrer assez suffisamment au tribunal la cause de ce crime, elle peut minimiser un petit peu la peine. C'est tout ce qu'elle fera. À aucun moment dans le récit, on ne nous dit que l'acte est justifiable ou quoi que ce soit. C'est pas le but du tout du récit. Moi, j'ai été vraiment attiré par ce roman parce que je trouvais déjà que le métier, je connaissais pas. Enquêtrice de personnalité, je connaissais pas du tout ce métier. Et que pour une fois, on aborde le thriller sous un autre thème, un autre angle. On n'est pas sur une enquête classique, si j'ose dire. Même s'il y a plusieurs styles de thriller, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était super intéressant, déjà donc par la thématique du fait qu'elle est enquêtrice de personnalité, mais également par le personnage en lui-même. Clélia, c'est un personnage, moi, qui m'a vraiment pas marqué, je dirais pas marqué, mais que j'ai trouvé assez original dans son traitement. C'est-à-dire qu'on est face à une femme qui a beaucoup d'empathie pour les clients pour lesquels elle travaille, qui se laisse pas faire. C'est vraiment un bulldozer. Écoutez, j'ai pas d'autres mots, c'est un bulldozer, c'est une femme, on lui fera pas l'envers. Au tout début, on la voit, en plus elle est dans le milieu, du coup elle se rend en prison pour rendre visite aussi aux gens avec qui elle travaille, les dossiers dont elle s'occupe, pour essayer de trouver du coup. Donc elle revoit régulièrement le client, elle va lui poser des questions, elle va essayer de chercher la cause de pourquoi il a fait ça alors que la personne n'a aucun antécédent avant. C'est vraiment des gens qui ont une vie, tout ce qu'il y a de plus normal, et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui pète et ils commettent un crime irréparable. Au tout début du récit, d'ailleurs, elle suit un jeune garçon qui a tué sa grand-mère, je crois, je ne sais plus. Et du coup, elle se rend régulièrement en prison. Donc, pour qu'elle trouve, faut qu'elle creuse. Donc, faut qu'elle interroge régulièrement son client, qu'elle cherche à savoir. Que si le client lui lâche des noms, qu'elle a enquêté sur les noms qu'elle veut lâcher. Donc, elle va aussi interroger tout l'environnement familial. Et il va pas que le dos de la cuillère. Elle a son métier à cœur. C'est une femme qui ne se laissera pas marcher dessus. Donc je vous dis, au début on est en prison. Donc forcément, elle va se retrouver confrontée à des gardiens de prison qui sont pas très aimables. C'est des mecs, voilà. La femme elle arrive, la femme elle a rien. Vous voyez le genre, et Clélia faut arrêter, je pourrais pas vous dire ce qu'elle dit parce qu'elle est extrêmement vulgaire en plus. Et elle en a pas peur quoi. Elle dit c'est pas parce que je suis une femme que je suis en dessous de toi, moi ce sera comme ça avec moi, ça te plaît pas, c'est pareil. Et voilà, elle y va à fond. Mais à côté de ça, on sent qu'elle est très borderline et qu'elle peut passer d'une émotion à une autre en peu de temps en fait. Elle est à la fois forte mais en même temps très fragile. Il y a une ambivalence chez elle, on ne sait pas trop pourquoi, on l'apprendra peut-être par la suite. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que je pense qu'il y aura une suite. Je crois qu'elle est en préparation. Je ne sais plus si j'avais demandé à l'autrice, que l'autrice était venue me voir, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et j'ai hâte de lire la suite parce que du coup, on ne sait pas tout sur elle. Revenons donc à notre sujet. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Faut savoir aussi que la mise en page du roman est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors moi, le seul souci que j'ai eu avec les éditions du Caïman, encore une fois, c'est personnel, c'est que je ne sais pas trop ouvrir le livre, j'avais peur de péter le dos. Donc moi, quand je peux pas ouvrir... bon, ça va quand même, hein, mais du coup, je pouvais pas poser le livre, vous voyez. Si je pose le livre, c'est chiant. Il n'y a pas de chapitre. Vous aurez du texte. Les dialogues, on ne nous indique pas qui parle. Donc c'est assez spécifique, hein, je trouve. J'ai jamais eu à faire face à ce genre de truc. Donc vous avez la narration normalement, et ensuite vous avez le dialogue, et c'est écrit en italique, vous voyez, c'est pas écrit de la même façon. On ne vous indique pas qui parle, ça fait un peu pièce de théâtre. Faut le temps de se mettre dedans, mais après ça passe. Donc pareil, pas de chapitre. Donc vous avez quand même 230 pages sans chapitre. C'est addictif, ça se lit super bien. On veut savoir le fin mot de l'histoire, et c'est vrai que quand on vous le dit comme ça, on va juste enquêter. Donc il y aura juste des interviews, on va pas être sur chercher des indices dans une maison. Il n'y a pas vraiment de piste avec je trouve un indice, donc je vais là-bas, je retrouve ça, je vais là-bas. C'est pas vraiment abordé de la même façon. Donc ça ne reste pas moins super intéressant. Bien évidemment, en cours de récit, on va découvrir la pathologie, hein, je ne vous dis pas ce qu'il en retourne. Et du coup, j'ai trouvé super intéressant, mais en même temps, moi, les thrillers psychologiques, je suis fan de ouf. Ouais, je trouve qu'on a encore tellement de choses à apprendre sur nous-mêmes, qu'il y a certains faits psychologiques et scientifiques qui sont extraordinaires à étudier ou à lire. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa à aborder.
Et on apprend vraiment des choses que moi j'ignorais. À travers ça aussi, Clélia, donc qui est borderline, qui se laisse pas faire et tout ça, on va remettre aussi beaucoup en cause la justice. Parce que la justice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est égal un petit peu au jugement qu'on a nous-mêmes. C'est que... Et tout le monde là, hein, moi je suis pas autrement que les autres. Hein. Mais quand on vous dit Rosine, elle a tué ses deux petites filles, vous allez vous dire quoi? Bah elle est bonne, allez hop, prison. Elle reste en prison. Ce qu'elle a fait, c'est impardonnable et tout. Et on voit pas plus loin. Et du coup, à travers le personnage de Clélia, elle va montrer que les rouages de la justice ne sont pas toujours justes, justement. Et qu'on a peut-être un peu... On va un peu trop vite en besogne pour juger les affaires. Et que c'est du cas par cas. Faut pas juste dire, elle a tué, elle va en prison. Non, faut essayer de comprendre les choses. Et c'est un peu le rôle de Clélia ici. En gros, on se base sur les faits. Donc on n'étudie pas la personne et on condamne un peu trop vite. Et c'est un peu ce qu'on dénonce à travers ce livre. Et c'est vrai que c'est ça en fait. Je peux pas en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler le livre. Donc je vais essayer de me taire et de pas en dire trop. Donc à travers tout ça, on va avoir des thématiques sur la maternité, sur la parentalité, sur la famille, mais également sur le combat des femmes au quotidien au milieu des hommes, surtout là, dans le milieu de la justice, donc que ce soit qu'elles se rendent en prison, qu'elles se rendent au tribunal ou qu'elles se rendent dans un commissariat de police. Voilà, les hommes vont toujours un peu minimiser les femmes et du coup, il faut se battre au quotidien, ça peut être assez fatigant. Clélia, elle a vraiment la rage au ventre. Donc du coup, elle va vite rentrer en conflit avec les autres, mais elle se laisse pas faire. Et je trouve que quelque part, c'est bien ce qu'elle fait, elle se montre. Et ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde, il faut avoir le caractère aussi. Mais on sent que chez Clélia, il y a vraiment cette volonté d'être à pied d'égalité avec les hommes, quoi. Elle est là, elle va montrer que... Et du coup, elle doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres. Alors que ce serait un homme à sa place, ça passerait beaucoup mieux. Le petit hic que j'aurais, parce qu'il faut bien en trouver un, mais après c'est très léger, c'est vraiment anecdotique, c'est que juste que je trouve que Clélia va être beaucoup plus présente et va un peu écraser la présence de Rosine, parce que même si on sent, comme je vous dis, que Clélia, ça va être un personnage, qu'il y aura une suite, que voilà, il y a vraiment matière à travailler autour de ce personnage, de l'enquêtrice de personnalité qui va étudier différentes affaires, et il y a vraiment moyen d'en faire une série qui peut être vraiment très intéressante. Et du coup, comme on nous présente Clélia dans ce premier tome, on va dire, hein, bon, il n'y a rien de sorti, mais je pense. On minimise un peu Rosine, et je trouve que par moment Rosine était effacée alors qu'elle reste quand même. Déjà, c'est un peu le titre du roman. Et elle était importante, et il y a des moments j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur elle. Ouais, Clélia est vraiment mise en avant, et j'aurais voulu que Rosine le soit un peu plus. Mais c'est vraiment un détail. Après, moi j'ai passé un excellent moment. Bon, j'ai dû me faire un petit peu, comme je vous dis, à la mise en page qui est un peu spécifique. Mais c'était vraiment. Un super bouquin, et j'ai très hâte de relire Sandrine Cohen, même dans autre chose. Il y a un de ses romans qui vient de sortir, que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il faudrait que je me penche aussi pour le découvrir tôt ou tard. Donc voilà pour ce nouveau bilan, alors un petit peu diversifié, que ce soit dans les avis ou dans les formats. On aura vu quand même du manga, du roman young adulte, un peu de tout. Même dans mes avis, j'ai été un petit peu varié. Et du coup, c'était les dernières, du coup à travers ce bilan lecture, ce sera la fin aussi de mes lectures du 15K, que je n'aurais pas réussi si vous ne le saviez pas. J'ai manqué, je crois que c'était 500 pages ou 400 pages. Mais j'étais quand même fier, j'ai réussi à remplir tous les items, donc c'était plutôt sympathique. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, les que vous avez aimé ou pas aimé, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à plus. Salut.